Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al Maralbia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Ce soir, avec nos invités, on viendra bien évidemment sur les droits de l'homme, Algérie 2 points. Je vais juste demander à mes collègues de me couper l'oreillette, s'il vous plaît. J'ai un retour. Merci. Donc, nous allons venir sur les droits de l'homme. Le titre Algérie 2 points, plus de 300 détenus à l'heure actuelle. Sans plus tarder, je vais accueillir maintenant Zoubida Assoul avec nous. Je vais demander s'il vous plaît à mes collègues de me couper l'oreillette. Voilà, j'espère qu'on va... Merci beaucoup. Est avec nous Maître Zoubida Assoul, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Maître Zoubida Assoul, présidente de l'UCP. Oui, bonsoir. Bonsoir maître, merci de nous consacrer ces quelques minutes. Je sais que vous êtes très prise, présidente de l'UCP. Maître, d'abord d'un point de vue général, aujourd'hui il y a eu pas mal de sorties, on va y revenir entre le garde des Sceaux Taibi ou encore Lazari, on va revenir vraiment sur leurs propos. Je sais que vous avez très peu de temps, mais la situation actuelle, puisque à écouter un peu les différents représentants, aussi bien le ministre notamment le ministre de la Justice ou encore le chef d'état-major qui s'est aussi exprimé. La situation des détenus aujourd'hui en Algérie. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vous savez, dans un État qui serait démocratique, mais aussi un État de droit, normalement, une institution qui surveille le respect des droits de l'homme dans notre pays devrait être une institution totalement indépendante du pouvoir exécutif, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous avons un Conseil national des droits de l'homme qui est instauré auprès du chef de l'État et qui a juste un rôle consultatif, donc il ne peut en aucun cas être le contrôleur ou le surveilleur du respect des droits de l'homme dans notre pays. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une instance qui est là pour contrôler, surveiller si les droits de l'homme sont respectés en Algérie ou pas. Maintenant, la situation des droits de l'homme, on peut dire beaucoup de choses, mais on va essayer d'être très bref. C'est de dire tout simplement, on n'a qu'à regarder le nombre de détenus d'opinion, c'est-à-dire des Algériens et des Algériennes qui sont en prison, des journalistes, des politiques, des activistes, des citoyens qui ont juste exprimé un point de vue sur la situation du pays, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou social, qui se retrouvent en prison avec des chefs d'inculpation énormes et qui continuent à croupir en prison. Certains, comme Fethi Garras depuis maintenant 6 mois, d'autres aussi, énormément, qui ont dépassé les 6 mois, des peines privatives de liberté qui sont très très importantes, de plus en plus élevées par rapport à ce que nous avons vécu, par exemple en 2019 et même en 2020. Le nombre de détenus continue à augmenter, mais aussi le nombre d'interpellations et de poursuites continue de plus belle. Mais à côté de cela, vous avez une situation de blocage total. Les médias sont fermés totalement aux citoyens que nous sommes, que ce soit pour les partis politiques ou le mouvement associatif, ou tout simplement pour parler des problématiques des Algériens qui sont plurielles, qui sont multiples, qui sont d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre sanitaire, d'ordre éducatif, d'ordre culturel. Toutes les problématiques, il n'y a pas de débat contradictoire. Il n'y a pas tout simplement d'accès à l'information. Depuis quand même un certain temps, on ne voit même plus des publications sur des chiffres qui peuvent nous donner la réalité des choses. Nous n'avons que des déclarations des pouvoirs publics qui sont en totale contradiction avec la réalité des choses. Donc voilà un peu l'état des droits de l'homme. Je ne peux pas parler des droits de l'homme sans citer justement les conditions, l'absence de conditions de procès équitables, notamment en ce qui concerne les détenus d'opinion. Donc vous le savez très bien que les pouvoirs publics profitent de l'occasion de la pandémie pour parfois ne pas
disons, réunir les conditions d'un procès équitable, c'est-à-dire des procès en présentiel. Et nous avons vécu beaucoup de détenus d'opinion, notamment Fethi Garres, qui a refusé d'être jugé à travers la vidéoconférence, parce que tout simplement, les conditions d'Internet sont très mauvaises, mais aussi les conditions des établissements pénitentiaires ne peuvent pas assurer et garantir aux détenus vraiment de se défendre, d'écouter, de suivre leur procès convenablement comme la loi l'exige. Voilà un peu, en général, l'état des droits de l'homme dans notre pays. Une réaction, Maître Zoubida Assoul, vous avez aussi été magistrate. Quand on vous lisait un peu ce que dit le ministre de la Justice, il parle de garanties assurées par le Code de procédure pénale au niveau de l'instruction judiciaire, en tête desquelles le droit à la défense et au respect des conditions de détention provisoire, l'humanisation des conditions de détention et le respect des droits des détenus, en assurant notamment une prise en charge sanitaire, tant sur le plan physique que psychologique, sous la direction d'un staff médical. Enfin, il y a eu pas mal de sorties comme celle-ci. Est-ce que c'est une réalité qu'aujourd'hui, il y a vraiment un dispositif et des garanties en termes notamment de procédure pénale, d'indépendance et aussi d'humanisation, pour reprendre ces termes, sur les conditions de détention? Je crois que la meilleure réponse qu'on peut donner à ce type de déclaration, c'est juste la déclaration du président du syndicat des magistrats, qui aujourd'hui, y compris les parquetiers, demande et exige une indépendance par rapport à l'exécutif. Je pense que les magistrats l'ont dit à travers leur syndicat, mais aussi à travers les différentes marches que les magistrats ont fait lors de la révolution pacifique, qui ont accompagné quand même le Hirak, qui ont eux-mêmes, qui sont sortis, qui ont réclamé l'indépendance de la justice et qui continuent à réclamer l'indépendance de la justice. Je crois que ça a un sens politiquement que des magistrats qui sont en fonction demandent et réclament l'indépendance de la justice. Mais mieux encore, quand aujourd'hui le garde des Sceaux prétend que la justice est indépendante et qu'il y a suffisamment de garanties pour les droits des citoyens et notamment des détenus, moi j'ai envie juste de lui dire pourquoi le président du club des magistrats a été radié de la magistrature parce que juste Merzoug Saad-Eddine, qui a été radié de la magistrature juste parce qu'il s'est exprimé face à l'ancien garde des Sceaux pour réclamer justement que la justice doit être indépendante et qu'ils ont le droit de créer un syndicat, un autre syndicat ou un autre, disons, club des magistrats qui pourrait justement parler de l'indépendance de la magistrature et proposer des choses concrètes, comment réaliser cette indépendance de la magistrature. Mais encore mieux, quand on regarde aujourd'hui le nombre de détenus d'opinion, quand on regarde aujourd'hui la détention provisoire qui devient la règle, alors que le Code de procédure pénale le dit clairement que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et que la règle, c'est que tout prévenu doit être jugé et peut être instruit en restant en liberté, notamment lorsqu'il présente toutes les garanties. Ça veut dire que tout citoyen qui a une adresse connue, qui exprime sa volonté clairement de se présenter devant la justice chaque fois que c'est nécessaire et que à ce moment-là, le juge d'instruction a toutes les garanties d'avoir ce prévenu et de le convoquer chaque fois que c'est nécessaire, et pourtant les juges d'instruction abusent de la détention provisoire au point qu'elle devient aujourd'hui une règle et non pas une exception. Ça, c'est la réalité du terrain. Maintenant, quand il parle des conditions de détention, ce matin même, j'ai rendu visite à des détenus, certains détenus d'opinion dans Fethi Garres, dans Hadi Assouli, etc. Et quand j'ai vu les conditions, tout le monde se plaint de la surcharge au niveau des salles
au niveau de la détention provisoire, les conditions aussi, le mélange des détenus, le droit commun avec les détenus d'opinion, mais encore d'autres problématiques d'ordre sanitaire, d'ordre de l'hygiène, d'ordre de tous ordres en fait. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les prisons en Algérie sont des hôtels 5 étoiles, mais la réalité est tout autre. Par contre, j'aimerais bien entendre le garde des Sceaux aujourd'hui nous dire quelle est sa politique de prévention et de réinsertion des détenus et comment se fait-il, s'il y a une politique pénale de réinsertion des détenus, comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui continue à construire des prisons chaque année de plus en plus, au lieu d'ouvrir des entreprises et créer de l'emploi pour notre jeunesse. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Regardez le programme de construction des maisons d'arrêt en Algérie. Elle augmente chaque année. Et ça veut dire que notre politique, l'orientation du ministère de la Justice est une orientation qui va vers la répression beaucoup plus qu'une politique de prévention, encore moins une politique de réinsertion. 2 dernières minutes avant de vous libérer. Maître, le Conseil des ministres s'est réuni maintenant il y a un peu plus de 48 heures. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité de la composante du Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes ancienne magistrate. Un conseil qualifié de pas crucial consacrant l'indépendance de la justice. Vous y croyez, vous, à ce Conseil supérieur de la magistrature avec ces normes et puis qualifié vraiment d'une avancée assez importante sur une indépendance de la justice. Est-ce que réellement on peut parler d'indépendance aujourd'hui au niveau de la justice en Algérie? Vous savez, l'indépendance de la justice, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un discours politique. L'indépendance de la justice, c'est une volonté politique d'abord. Et cette volonté politique doit se faire voir à travers le dispositif constitutionnel et le dispositif légal qui régit justement le pouvoir judiciaire. Quand on regarde le dernier amendement de la Constitution de 2020, on se rend bien compte que le chef de l'État s'est arrogé, il a gardé la présidence, il a préservé la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, il a nommé 6 membres au Conseil supérieur de la magistrature et des personnes que lui a choisies. C'est vrai qu'il y a une composante de magistrats élus par leurs pairs au niveau des tribunaux, des cours et de la Cour suprême et du Conseil d'État. Moi, personnellement, j'ai déjà, au moment opportun, quand on nous a envoyé le projet d'amendement de la Constitution, on avait déjà émis toutes nos réserves sur ces dispositions et notamment sur la composante du Conseil supérieur de la magistrature et qu'on avait dit que pour que la justice soit indépendante, vu que cet organe qui est le Conseil supérieur de la magistrature, sa mission principale, c'est la gestion des carrières des magistrats en termes de nomination, de promotion, de mutation, mais aussi en discipline, qu'il devrait être cet organe totalement indépendant du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le président, étant le chef de l'exécutif, n'a rien à faire dans le Conseil supérieur de la magistrature et que le Conseil supérieur de la magistrature devrait être présidé par un magistrat du siège d'un haut rang élu par ses pairs et qui fait un seul mandat tournant pour qu'il n'y ait pas justement d'abus, pour qu'il n'y ait pas justement de cette pérennité qui s'installe pour que ça devienne une corporation au lieu qu'elle soit au service du justiciable et que aussi de l'autre côté, on avait dit qu'on ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'ailleurs d'avocats dans la composante du Conseil supérieur de la magistrature parce que les avocats, ce sont quand même les représentants des justiciables et qu'ils ont leur mot à dire dans la gestion de la justice, dans la manière dont la justice a été rendue. Tout ça n'a pas été entendu
Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec ce dispositif constitutionnel, et même si on doit réformer la loi organique portant statut de la magistrature et la gestion du Conseil supérieur de la magistrature, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux, puisque le Conseil supérieur de la magistrature est toujours sous l'autorité du chef de l'exécutif, qui est le chef de l'État, et c'est lui qui nomme, c'est lui qui choisit, et c'est lui qui préside le Conseil supérieur, et y compris le Conseil de discipline quand même. Il y a un Conseil de discipline au niveau de ce Conseil, et tant que l'exécutif est là, tant que le chef de l'État, c'est lui qui préside, on ne peut pas s'attendre à une amélioration ou à une indépendance de la justice telle qu'elle est réclamée par le peuple et telle qu'elle est réclamée par les magistrats eux-mêmes et par nous, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme de tous bords. Merci infiniment, Maître Zoubida Assoul. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je sais que demain, vous prenez la route vers les détenus et vous avez aussi des audiences. On salue bien évidemment tous vos confrères et toutes vos consoeurs qui essayent tant bien que mal d'œuvrer pour aller à la rencontre des détenus, de les suivre et puis de les défendre. Je rappelle aussi que vous êtes président de l'UCP. Une belle soirée à vous et bonne continuation, Maître Zoubida Assoul. Je vais saluer nos invités ce soir qui sont aussi avec nous. Adel Djebar, observateur politique en direct du Canada. Bonsoir Adel Djebar. Merci beaucoup pour l'invitation, Chaban. Bienvenue à tous vos invités. Un grand bonjour à notre peuple et une profonde pensée à tous nos détenus politiques en Algérie. On va en parler longuement ce soir avec vous. Je vais saluer Saïd Salhi, qui est donc vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous. Saïd Salhi, bonsoir. On va tenter de le rappeler, qui va aussi nous consacrer, qui est très pris aussi aujourd'hui dans cette actualité, qui va nous consacrer quelques minutes justement concernant les droits de l'homme, surtout qu'il s'est aussi exprimé comme d'habitude sur ses réseaux sociaux, entre autres. Lies Djebaili, bonsoir, économiste, militant politique, fondateur de l'Algérie Droit Devant. Bonsoir Lies Djebaili. Bonsoir, Chaban, merci pour l'invitation. Bonjour pour tout le peuple algérien. Je rejoins Adel et Saïd et je dis une grande pensée sincère pour nos 310 détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles de la junte. Voilà. Merci d'être avec nous, Lies Djebaili. Alors, je crois qu'il y a un petit contre-jour chez vous, là où vous êtes, au niveau de l'image. Voilà, je ne sais pas si on pourrait améliorer la qualité afin qu'on puisse vous voir le mieux possible. Je vais vous donner la parole vraiment 2 petites minutes, notamment pour avoir votre sentiment. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, notamment sur les différentes sorties de Bouzid Lazari, qui est, je rappelle, donc président du Conseil national des droits de l'homme, qui a fait plusieurs sorties. On va revenir bien évidemment sur la sortie aussi du chef d'état-major Saïd Chengreha, ou encore du ministre du garde des Sceaux, Monsieur Tabi. Mais comme ça, d'un point de vue général, vous qui êtes observateur politique, proche aussi à distance de l'Algérie, Adel Djebar, la situation des droits de l'homme, des détenus en Algérie. Quand j'entends ces obligés de la dictature militaire palabrer, déblatérer à tout bout de champ, j'ai l'impression qu'ils parlent du Canada, de la Suède ou de la Suisse. Mais quand je vois leur gueule, je comprends qu'on est en Algérie, dans un pays qui est martyrisé depuis 62 par des gens. Ils sont terribles, ces gens-là, mais ils n'ont aucune limite. Donc, parler des droits de l'homme, c'est blasphémer en Algérie. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'homme. Il y a des lois liberticides qui sont à caractère pénal. Un flic peut passer dans la rue, il peut trouver 3 jeunes sur la voie publique, il peut les arrêter pour leur dire attroupement illégal, non armé, blablabla. Bla, bla, bla. On connaît leurs histoires. Donc moi, ces gens-là, je ne les écoute même pas. Je me mets carrément dans une politique de défiance, parce que les écouter, c'est se soumettre volontairement à une véritable cure
d'abrutissement et de mensonges. Ils sont loin de moi, ces gens-là. De quel droit ils parlent? De quelle justice ils parlent? Ce sinistre de la justice qui vient de parler aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il oublie que deux précédents sinistres de l'injustice, parce que l'appareil de justice est un appareil de répression. Il n'y a pas de juge indépendant, il n'y a pas de justice indépendante, ce sont tous des bureaucrates qui obéissent au téléphone. Donc il ne faut pas qu'il oublie que ces deux prédécesseurs, Loh et Ouyahia en l'occurrence, qui étaient au ministre de l'injustice, ils sont en train d'incarcérer. Je lui prévois un aller très rapide à Al-Harraj, ce type-là. Ces bandits-là finiront tous par payer leurs crimes contre les Algériens. Aujourd'hui, il n'y a pas 300 prisonniers politiques. Il y en a 45 millions qui sont illégalement relégués à une situation de sous-hommes, y compris ceux qui sont dans les geôles de la dictature depuis 1992. Voilà ce que j'ai à dire. Vous allez y revenir dans le détail, hein. Ça va être vraiment la thématique ce soir. Saïd Salhi est avec nous, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonsoir Saïd Salhi. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je crois qu'aussi vous êtes un peu pris ce soir. Je vais vous garder quelques minutes avant de continuer cette longue émission avec nos deux autres invités. Saïd Salhi, la même question. Vous êtes bien placé. D'abord, vous vivez en Algérie. Vous combattez, vous défendez la liberté d'expression, la liberté d'opinion en Algérie. D'un point de vue général, la situation des détenus aujourd'hui en Algérie. Merci. La situation des droits humains en général, nous, on a déjà fait état lors de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme le 10 décembre passé. Donc la Ligue a déjà rendu public un rapport et une déclaration, donc notant un peu toutes les violations et la situation des droits humains de manière générale, notamment toutes les questions de liberté publique, de liberté individuelle, la situation des détenus. Donc pour nous l'avons dit, la situation est triste, la situation est dramatique, la situation est inquiétante. Alors que nous notons vraiment avec grande inquiétude la régression de la situation sur le plan surtout des droits politiques et civils, mais aussi des droits économiques et sociaux. Voilà donc pour la situation des droits humains en général. Voilà. Effectivement, vous êtes exprimé lors de cette journée internationale du 10 décembre dernier, mais lorsque vous écoutez M. Bouzid Lazari, qui je rappelle est le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, qui a prononcé un discours hier, un discours dans lequel il lance quelque part un défi à tous ceux qui affirment qu'il y a des violations des droits de l'homme en Algérie. Je le cite, l'État algérien est un cœur clément et vaste. Toutes les différences de peuple algérien avec ses opinions publiques sont les bienvenus naturellement dans le cadre du respect et des principes communs. Il est assez optimiste, hein. Il dit qu'il veut des preuves. Il invite tous les défenseurs des droits de l'homme et toutes les associations activant dans le domaine de la défense des droits de l'homme à collaborer, à coordonner, à discuter. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que lorsque vous l'écoutez, est-ce que vous l'entendez, vous êtes d'accord avec son constat qui est totalement aux antipodes et à l'opposé du vôtre? Vous savez, malheureusement, maintenant, depuis un moment, sinon depuis des mois, qu'on entendait ce genre de discours, de nier vraiment la réalité, de dénaturer les faits, de mystifier la réalité. C'est pas la première fois qu'on entend vraiment un tel discours, mais on l'entendait surtout du pouvoir politique. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est que ce discours est repris par le Conseil national des droits de l'homme, qui est censé être une institution nationale des droits de l'homme, qui est censé être un mécanisme de protection des droits humains conformément au principe de Paris. C'est une institution nationale censée être indépendante, censée justement conseiller le pouvoir politique, notamment sur la situation des droits humains. Elle n'est pas censée répercuter justement le discours officiel, les positions
officielle, mais malheureusement, hier, on a été vraiment surpris. Bon, c'est pas la première, bien sûr, c'est pas la première, mais cette fois-ci, je pense que le Conseil a été loin. Il a été vraiment loin dans voilà cette surenchère, voilà, au sujet de la situation des droits humains, au point de demander des preuves. Alors, pour la question des preuves, je pense que tout le peuple algérien connaît la réalité aujourd'hui. On n'a pas besoin de donner des preuves. Les preuves, elles sont là, elles sont parlantes chaque jour. C'est des personnes, c'est des noms, c'est des détenus, c'est des violations quotidiennes, c'est des détentions, c'est des procès inéquitables. C'est des journalistes qui sont en prison, c'est des défenseurs de droits humains qui sont en prison, c'est des associations, notamment une association qui a été dissoute, c'est des partis politiques qui sont menacés de dissolution. Voilà, c'est des faits aujourd'hui, c'est des faits. Et quand le Conseil national demande aux organisations d'apporter des faits, c'est encore plus grave parce qu'il est censé être au fait des réalités, d'autant qu'il est une institution nationale dotée de tous les moyens d'investigation, de contrôle, de suivi de la situation et de monitoring et de documentation de la situation des droits humains. Donc aujourd'hui, soit on est dans le mensonge, soit on est dans le déni. Et alors voilà, pour les faits, je vous dis, les faits, les détenus en parlent, leurs familles en parlent, les avocats en parlent, les associations en parlent chaque jour, les médias en parlent chaque jour. Qu'est-ce qu'on veut? Plus de preuves, plus que 310 détenus qui sont en prison aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment... Une réaction sur ces 300 détenus, je vous laisse l'expliquer. Vous parlez sur vos réseaux sociaux de fake news avec... ces 15 000, 18 000 prisonniers et vous dites où étaient les journalistes, où étaient les avocats. Expliquez-nous un peu ces annonces, 15 000, 18 000 prisonniers donc, cette année avec cette grâce présidentielle. Pourriez-vous nous apporter des éléments de cohérence, j'ai envie de dire? Alors, concernant cette information-là, d'abord, il faut noter qu'elle a été donnée par la presse. Voilà, je vais pas nommer les organes qui ont donné cette information, mais c'est une information qui a été donnée. Je crois que c'est Nahar TV, si je me trompe pas, entre autres. Voilà, Nahar, Chorouk, toute cette presse-là, qui ont donné cette information, donnant le chiffre de 18 000 détenus d'opinion qui ont été libérés en 2021. Nous, on a réagi d'abord par rapport à cette information. Ce soir, je vois une sorte de démenti par le président du Conseil des droits de l'homme de dire non, il ne s'agit pas de 18 000 détenus d'opinion. On a parlé de 18 000 détenus graciés. Parmi ces 18 000, il y a des détenus d'opinion. Bon, on a pris note, mais seulement, même cette déclaration, un peu prend au piège les déclarations du président et toutes leurs déclarations. Ça fait maintenant des mois qu'on entendait les responsables politiques dire qu'en Algérie, il n'y a pas de détenus d'opinion. Il n'y a pas de détenus d'opinion, alors que le président du Conseil national des droits de l'homme vient de déclarer hier qu'il y a eu libération de détenus d'opinion. Il a fait l'impasse sur les 300 détenus d'opinion, ce qui est grave. Et ce qui est vraiment, je dirais une autre violation de droits humains, de dénier cette réalité. Voilà. Pour nous, vraiment, cette sortie ajoute encore à la confusion. Elle ajoute à la confusion, elle pollue les débats. Il pollue les débats autour, justement, de la question des détenus, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un fort plaidoyer de la société civile, des avocats, des défenseurs de droits humains pour la libération des détenus. Aujourd'hui, cette question est devenue une question centrale, une question d'actualité. Au lieu de répondre, justement, sur cette quête, sur cette demande de libération des détenus, on évoque des détenus de droit commun, on évoque des détenus, graciés, en février passé, alors qu'il s'agit des détenus de droit commun en majorité, même ceux qui ont été graciés en février passé, une centaine sur les 300, même ces centaines-là, elles n'ont pas été graciées totalement, parce que beaucoup d'autres sont encore poursuivis, beaucoup d'autres sont encore parmi ces 300, sont aujourd'hui sous poursuite judiciaire, sous contrôle judiciaire, certains sont même en prison. Donc voilà, pour vous dire, en fin de compte, il s'agit d'une mauvaise volonté, de mauvaise foi aujourd'hui de faire de telles déclarations pour faire l'impasse, pour vraiment, un peu mettre du discrédit sur le plaidoyer de la société civile, des organisations pour la libération des détenus d'opinion, des vrais détenus d'opinion qui sont connus par tout le monde. Merci infiniment, Saïd Salhi, vice-président
de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Avant de donner 2 petites minutes la parole à Aliès Djebali, avant de lancer l'édito de Jamaldine Benchenouf, je voudrais qu'on retrouve ce tweet que vous allez avoir à l'écran, notamment le tweet de Marie Arena, qui est députée. Voilà ce qu'elle dit. Elle est très inquiète sur l'état de santé d'Abdallah Benaoum, qui a entamé une grève de la faim depuis maintenant début septembre exactement, pour protester contre sa détention arbitraire en Algérie. 111 jours de grève de la faim pour ce jeune détenu Abdallah Benaoum, qui est donc aujourd'hui incarcéré, notamment à Relizane. Voilà, elle s'est exprimée hier. Marie Arena, qui, je vous le rappelle, est députée à l'Assemblée européenne, qui s'exprime régulièrement, et déjà en 2019, elle s'est exprimée. Si on a un peu de temps, on vous remettra cette vidéo. Elle rendait hommage justement à ce Hirak et à ces Algériens et ces Algériennes qui pacifiquement tentent, tant bien que mal, juste tout simplement de transmettre leurs rêves, leur soi, un changement de système, comme ils l'ont assez dit, ils le disent encore aujourd'hui. Aliès Djebali, rebonsoir. Je vous donne 2 petites minutes pour avoir votre sentiment. Vous êtes aussi hirakiste à Paris, vous parlez des détenus maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Votre sentiment, on écoutera juste derrière l'édito de Jamaldine Benchenouf et on aura une bonne petite heure ensemble avec nos 2 invités pour débattre de cette actualité. Salam alaikum, Azul Billaoun, bonsoir. Elle a été longue et laborieuse, la transition au Chili, depuis la chute de Pinochet. Semée d'embûches, mise à rude épreuve par de phénoménales forces d'argent, par une sournoise contre-révolution qui a infesté tous les rouages de l'État et de la société, qui s'est servi de tous les moyens et de toutes les ruses, de tout ce qu'elle cachait sous les oripeaux de valeurs chrétiennes d'ordre social, de nationalisme étroit, d'anticommunisme primaire et de tous les épouvantails possibles, pour se rallier de larges couches de la population, pour les abrutir, les embrigader contre leurs propres intérêts et leurs propres alliés naturels. Parce que, faut-il le rappeler, hormis les mercenaires en tout genre qu'elle recrute, l'extrême droite, fasciste par nature, élitiste, usurpatrice et exploiteuse par essence, ne peut naturellement pas avoir de base populaire. Elle s'est alors servie de tous les moyens du conditionnement, de la propagande et de la corruption de masse pour agglomérer autour d'elle et de ses intérêts des remparts populaires issus des couches les plus défavorisées, qu'elle a lobotomisés, décérébrés, trompés, jusqu'à les dresser contre ceux-là même qui luttaient pour leur propre délivrance. À quelques nuances près, les mêmes redoutables méthodes utilisées par le régime algérien pour dresser de larges catégories de la société contre le Hirak, contre les forces populaires qui luttent pour l'avènement d'un état de droit. Pour dire que les dictatures sont sœurs jumelles. Oui, elle a été longue et laborieuse, la transition chilienne, plus de 2 décennies. Les forces qui recouraient à toutes sortes de moyens et de soutiens internationaux pour la faire échouer et empêcher le peuple chilien de recouvrer sa souveraineté sur son propre pays, ne cachaient même pas leur ancrage au fascisme et pire encore leur fidélité à Pinochet, qu'elles avaient érigé en grande figure historique, celle du bien contre le mal, celle du patriotisme contre le fraternalisme rampant. Mais le poète tunisien n'a-t-il pas dit « Si un jour le peuple aspire à la vie, force au destin de s'incliner, aux ténèbres de se dissiper et aux chaînes de se briser », n'est-ce pas? C'est ce qui vient de se produire au Chili, dans ce pays où la violence de l'oppression a fait couler des fleuves de sang et de larmes,
Dans ce pays où le peuple devait lutter contre une junte protégée, financée et armée par la plus grande puissance du monde. Dans un pays où les enlèvements, les séquestrations, les viols, la torture, les bannissements, les déplacements de la population, la discrimination, la mise sous séquestre de toutes les libertés étaient devenus le lot du peuple chilien. Mais le peuple a aspiré à la vie, à la dignité, à la liberté, à la démocratie vraie. Et le destin s'est incliné. Les ténèbres se sont dissipées. Les chaînes se sont brisées. Un jeune révolutionnaire, à peine âgé de 35 ans, leader estudiantin dans la plus pure tradition de la révolution humaniste, militant politique, syndicaliste, défenseur des droits de l'homme, vient d'être porté à la tête du pays par son peuple. Gabriel Boric vient d'être élu président du Chili contre son rival, José Antonio Kast, représentant de l'extrême droite et grand admirateur de Pinochet. Mais cette immense victoire de tout un peuple contre les forces noires, une victoire qui est aussi celle de l'humanité en marche, n'a pu être possible que par l'union de toutes les forces vives du Chili, toutes celles-là qui portent l'homme et ses droits au cœur de leurs convictions. L'alliance qui a porté le nouveau président au pouvoir est composée de plusieurs sensibilités politiques, allant de l'extrême gauche jusqu'à la gauche modérée. La lutte a été rude, tout particulièrement contre les relais médiatiques et financiers de l'ancien régime, qui n'ont reculé devant aucun moyen pour semer la peur des lendemains dans le cœur d'une société conditionnée par des décennies de très lourde propagande. Les profondes fractures sociales héritées de l'ère Pinochet sont encore béantes et les traumatismes n'ont pas encore été soldés. Mais une aube nouvelle se lève sur le Chili. C'est l'annonce d'une ère nouvelle pour les peuples en lutte. L'Assemblée constituante au Chili est à l'œuvre depuis juillet 2021. Une nouvelle constitution sera bientôt présentée au peuple chilien. Avec l'élection de son nouveau président, ce pays martyrisé vient de franchir une étape décisive, celle de la victoire des peuples contre le despotisme, celle de la jeunesse contre la gérontocratie, celle du droit contre la force brutale, celle de la démocratie contre la dictature. Je citerai pour finir une déclaration du nouveau président faite lors de sa campagne électorale. Écoutez ce qu'il a dit. Je cite. « S'il nous arrivera dans le futur état de commettre des erreurs, mobilisez-vous en force et aidez-nous à redresser le cap. » Fin de citation. L'édito de Jamaldine Benchenouf comme chaque soir. Merci Jamaldine. Un tweet très rapidement. Vous allez voir ici ce jeune qui rêve. Il s'appelle Dahmen. Voilà, ce tweet est à l'écran. Il rêve de voir un jour cette Algérie, son Algérie, se retrouver un peu dans la... J'ai fait un rêve, dit-il, que cela se passait en Algérie. Manifestation au Chili pour fêter le nouveau président âgé de 35 ans. Jamaldine vient de nous en parler. Il s'agit de Gabriel Boric. De retour sur le plateau avec nos invités Microscope. Lies Djebali, c'est à vous. Voilà, vous allez avoir la parole tous les deux. D'abord, d'un point de vue général, voilà, vous pouvez faire aussi des courtes interventions. On va rester ensemble pendant une petite heure avec Adel Djebbar. Lies Djebali, votre combat, c'est aussi la liberté d'expression en Algérie, les détenus. Honnêtement, bien évidemment, comme à chaque fois, la situation aujourd'hui, pour vous, des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Alors, merci Chaban. Je vais être succinct. Au fait, ce qu'on remarque est le blackout sur le pays, un blackout sur l'Algérie. Quasiment. Il n'y a plus de justice. Cette justice qui devrait être au service du peuple, elle a toujours été au service d'une caste, au service d'un régime qui veut anéantir, déshumaniser et humilier son propre peuple. Donc je pense il était dans une planification, dans une conception chirurgicale. Il a commencé par l'élaboration de la Constitution
si tu te rappelles, Chaban, c'était la constitution de décembre 2020. C'était pour lui une vitrine pour vendre un petit peu l'Algérie civile et pacifique. C'était destiné pour la consommation à l'international. Et même dans la constitution qui a été écrite, conçue par lui, et qui a été conçue dans des conditions, vous vous rappelez, dans des conditions, il y avait la pandémie qui faisait rage. Qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette constitution ? Alors lui-même, le concepteur, elle disait quoi, cette constitution ? Cette constitution de décembre 2020 prévoyait dans son préambule que le peuple algérien exprime son attachement aux droits humains tels qu'ils sont définis dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l'Algérie. Là, on ne voit rien. Il n'y a pas de droits humains en Algérie. Ça, c'est pour la consommation extérieure. Voilà. Donc, pour dire qu'il est dans un déni, dans un mensonge, et schizophrénie totale, quasiment, je veux dire, il est en train d'avancer à l'aveugle, sans tête ni queue. La preuve aussi, la deuxième preuve, lors du renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature, il y avait des irrégularités qui ont été constatées. Moi, je ne suis pas un magistrat, mais je suis. Même il y avait des vives critiques au sein de la corporation. Vous vous rendez compte ? Quand on parle d'un état de droit, c'est quoi ? État de droit, tout le monde le sait. Tout hiérarchiste, tout Algérien, maintenant il sait c'est quoi un état de droit. C'est la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif. Qu'est-ce qu'il fait la présence du ministre de la Justice, représentant de Tebboune, qui lui-même, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui se présente lors de la réunion du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et qui lui-même décide de la date de l'élection du CSM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette justice, elle n'est pas indépendante. Ça veut dire une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de justice totale. Non, la justice, les trois pouvoirs ne sont pas libres. Ils sont liés. C'est l'exécutif qui commande. Restez avec nous, Lias Djebali. Vous allez avoir, vous, l'expression, mais aussi aux téléspectateurs, téléspectatrices, comme à chaque fois. On se doit de vous informer, de vous diffuser aussi les sorties, les expressions, les mots des personnalités politiques, des représentants politiques. On va revenir ici justement sur Monsieur Bouzid Lazari, président du Conseil national des droits de l'homme. Il s'est exprimé donc hier. Je reviendrai tout à l'heure aussi un peu sur ses annonces. Il a dit clairement que l'État algérien était un cœur clément et vaste, mais on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute sur cette première vidéo justement Bouzid Lazari qui dit clairement que dans le cadre du premier discours d'Abdelmadjid Tebboune, après donc son arrivée au pouvoir, il a dit clairement que toute sa politique donc sera basée sur les droits de l'homme. On écoute cette première vidéo. السيد رئيس الجمهورية في الحقيقة في أول خطاب لقاه مباشرة في يوم يعني تسلم مهام رئاسة الجمهورية قال بصريح العبارة أن كل السياسات التي سوف يتبعها سوف تقوم على نهج حقوق الإنسان كما يقال human rights based approach بمعنى أن كل السياسات في نهاية المطاف هي لخدمة. Voilà pour cette première annonce. Deuxième expression un peu plus loin. Il dit clairement, s'il parle du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, il dit clairement qu'il a œuvré dans les grandes lignes, vous allez écouter dans le détail, qu'il a œuvré justement pour la libération de ces 18 000 détenus dont nous expliquait les éléments de réponse tout à l'heure Saïd Salhi. On écoute et on se retrouve juste derrière avec notamment l'analyse de nos deux invités. رئيس الجمهورية مارس اختصاصه في العفو من أجل إطلاق أكثر من 18,000 أنا قلت 15,000 في هذه السنة 18,000 ذكرني سيد وزير العدل بأنها 18,000 وليس 15,000 ونحن نشجع هذا الاتجاه لأننا لا نريد أن يكون هناك أشخاص يعني في السجن يعني نستخدم الوسائل الأخرى وليس ثم أنه بالنسبة لناشطي الحراك يعني بالأساس منا نحن كما تعرفون مع أنه بالنسبة للصحفيين لا نريد أن نرى أحدا منهم في السجون.
Adel Djebar, observateur politique, ben, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous observez dans ces mots? On a ici un Bouzid Lazari qui est clair, hein, qui est sûr, il est président du Conseil national des droits de l'homme, il nous fait ici un constat, alors aussi un peu les éloges hein, et du président Tebboune sur un peu ses actions et son plan d'action, et puis il nous parle de ces droits de l'homme. Quand vous l'écoutez, quelles sont vos réactions? Ben, quand j'écoute un monsieur comme ça, je me rends à l'évidence que notre pays a quitté le système solaire. J'espère que James Webb, le télescope géant qui partira demain pour se positionner à 1,5 million de kilomètres du Soleil, va trouver l'Algérie en train de tourner en orbite pour se positionner. Ils prennent les gens pour qui, ces gens-là? Ce monsieur-là, d'abord, qui l'a nommé? Est-ce qu'il a été élu? Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection propre, transparente et honnête dans toutes les institutions, dans toutes les organisations, dans toutes les représentations, y compris au bas de l'échelle, c'est-à-dire au niveau de la commune. On ne peut pas parler d'un système démocratique. Dans la démocratie militaire, l'opinion publique, c'est ferme ta gueule et exprime-la en privé et fais très attention aux murs parce qu'ils ont des oreilles. Donc, Sid Hada, il est en train de déblatérer, il est en train de nous dribbler, et il est encore à l'ère du noir et blanc et dans les années 50, où les Algériens étaient cadenassés, où les Algériens n'avaient pas contact avec le monde, alors qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour transhumer dans la planète entière. On reçoit des lots insoupçonnés et illimités d'informations qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui nous permettent d'analyser des situations. Ce monsieur-là disait tout à l'heure, donnez-nous des preuves. La meilleure preuve que je donne à ce monsieur-là, ce fonctionnaire de la dictature qui ne fait que fonctionner, pour lui dire qu'il y a une jeune fille de 14 ans, une enfant, qui va comparaître devant une cour de l'injustice à Annaba le 29 décembre et dont le père est incarcéré injustement par des bandits qui sont en train de piloter ce pays-là par la violence, la mitraillette et la dictature. Et donc, des gens pareils, moi je ne les écoute même pas parce qu'ils m'exaspèrent, ils me donnent la nausée et une folle envie de leur vomir sur la gueule. J'aurais aimé qu'un jour les Algériens se réveillent de chez eux, prennent une douche, se rasent, mettent leurs beaux habits pour aller travailler, au lieu de sortir de chez eux la peur au ventre. Et donc, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut raconter ne nous intéresse pas. Tant et aussi longtemps que les articles 7 et 8 de la Constitution algérienne ne sont pas expressément appliqués pour donner véritablement la souveraineté au peuple, et pas à une kmcha de bandits, de vieillards séniles, impotents, incompétents et puis prédateurs. Ces gens sont dans la prévarication, dans la prédation, dans le vol et dans le larcin. Ces gens-là, depuis, ils ont volé la révolution armée, ils ont volé l'indépendance, ils ont volé le pétrole, ils ont volé les banques, ils ont volé les terres agricoles, ils ont volé les terrains industriels, ils ont volé une révolution, le Hirak, qui a affiché, qui a montré toutes ses splendeurs au monde entier. Et aujourd'hui, ils viennent de voler, tenez-vous bien, une coupe qui a été gagnée par des jeunes Algériens. Ils se sont incapables. Ces gens sont dans le larcin, ils sont dans le vol et dans la prédation. Ils ne savent rien faire. Le mieux qui puisse arriver à ces gens-là, c'est d'écouter au moins une fois le peuple et de se dire baraquette, les gens en ont marre, ils veulent vivre. Sauf la chose qui n'est pas là où on ne trouve pas la main de l'armée, c'est une réussite. Vous imaginez deux équipes de football de jeunes où l'armée n'a rien à voir, où la dictature n'a rien à voir. Il y a deux jeunes entraîneurs, des expatriés qui ont pris en charge. Donc il y a du talent pour réussir, pour gagner. Nous pouvons faire des équipes nationales dans tous les domaines, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le tourisme, dans la culture, dans l'éducation. On peut tout faire. Il y a des talents immenses en Algérie. Je parle de ceux qui sont en Algérie, je ne parle pas de ceux qui sont à l'étranger.
Merci, restez avec nous, hein, vous allez longuement réagir. Je vais faire réagir Lias Djebali aussi hein, sur les sorties de Lazari. Vous avez son CV sur Internet, c'est un homme de droit, déjà en 97. Il a été plusieurs fois membre de commission, vice-président de comités consultatifs, entre autres. Il est en place notamment depuis le 30 octobre 2019 sur ce Conseil en Algérie des droits de l'homme. Il a été rapporteur notamment aux Nations Unies. Quand on voit quelque part le parcours de cet homme qui est là, Lias Djebali, pourquoi de telles annonces alors qu'on sait que maintenant depuis des mois, les Algériens et les Algériennes effectivement crient holà sur ces détenus, cette liberté d'expression qui est bafouée, mais pas que les Algériens et les Algériennes, il y a des ONG internationales, il y a des députés, aussi bien en France avec Mathilde Panot, Mélenchon, on a eu Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, on a Marie Arena aussi, dont on a vu le tweet. Pourquoi de telles annonces? Est-ce qu'il est un peu à côté de son pays, à côté de la réelle situation, cet homme politique? En fait, il faut savoir que cet homme politique ou ce grand fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire de l'État, il n'est pas au service du peuple, il est au service de la baïonnette, il est au service de la Kalash, il est au service de la Kalachnikov, il est au service de la junte militaire. Donc, au fait, le soir, il fait sa petite dictée, il a son petit écrit qui doit l'annoncer, qui doit le parler, qui doit discuter, qui doit faire ceci, cela. Donc, au fait, il n'est pas au service du peuple. Donc, malgré son CV qui est étoffé, qui a une grande carrière politique professionnelle, un CV académique certes, mais il est au service d'une junte militaire. Donc, au fait, il n'est pas honnête avec lui-même. Il est dans un déni total. Et je pense quand il parle, il est sûr. Je pense qu'il va être pourchassé par sa propre conscience. Parce que c'est quelqu'un qui vient du milieu du droit, sachant qu'il y a 300 détenus qui croupissent dans les geôles. Hein, peut-être ils ne mangent pas, peut-être ils sont dans un état vraiment gravissime. Il y en a qui sont malades, il y en a qui souffrent, hein, qui souffrent vraiment dans des conditions terribles. Hein. Vous imaginez les conditions d'incarcération en Algérie. Comme disait tout à l'heure Madame Zoubida Assoul, maintenant, le pays il est en train de construire plus de prisons que d'universités, que de création d'entreprises, que de start-up. Donc ce monsieur-là, il est au service d'une baïonnette. Donc en plus, il est dans un déni. Quand il dit 18 000, moi j'ai vu, hein, comme tout citoyen, en sillonnant un peu Facebook, j'ai vu libération de 18 000. Mais je savais que c'était un fake, en fait. C'était vraiment un fake. Et je pense que les Algériens qui suivent l'actualité de leur propre pays, ils se sont rendus compte rapidement que c'était un fake. Donc il est dans un déni. Donc il est là, c'est la servitude, hein. Il ne sert pas le peuple, il sert une junte qui est en train d'instrumentaliser tout. Si vous avez remarqué, l'armée, elle est partout, elle est dans les mosquées, elle est dans les enterrements, elle est dans les mariages, elle est dans les commémorations, elle est dans les événements footballistiques sportifs, elle est dans la récupération. Quasiment, on voit que l'armée. Même moi, quand j'ai vu le footballeur Belaïli, peut-être de façon intuitive ou peut-être de façon orientée, qui remet le trophée directement à un général, il y a deux anomalies, il y a deux bugs. Qu'est-ce qu'il fait, ce général de l'armée algérienne? Moi, je ne suis pas contre. Lias Djebali, comment vous... on s'est posé cette question et on peut encore, parce que c'est d'actualité. C'est vrai qu'on a ce jeune Belali, jeune joueur de talent. Et inconsciemment, intuitivement, il a donné, sans spéculer bien sûr, hein, le but c'est avec tout le respect qu'on doit à ce joueur de talent qui nous a fait rêver, mais c'est, selon vous, c'est quoi? C'est parce qu'on a une jeunesse des Algériens et des Algériens qui petit à petit ont été indirectement conditionnés, sont entrés dans ce chemin d'une armée présente. Est-ce qu'il l'a fait aussi par respect, parce qu'on a cet homme très âgé qui est là, tout de même assez affaibli? On sait que les Algériens et les Algériennes sont très respectueux de leurs aînés, ou peut-être, question qui se pose, il a eu des directives, ou alors ça confirme que le chef d'état-major, c'est le numéro 1 en Algérie, avant Abdelmadjid Tebboune, qui était là, présent à ce moment-là. En fait, visuellement, on voit bien, s'il remet intuitivement ou suite à une directive le trophée
au général Chengriha, ça veut dire forcément c'est lui qui gère, c'est lui qui a les manettes du pays. Quasiment, si vous avez remarqué, son regard affectif, peut-être l'affection pour une personne âgée, je comprends, mais j'ai l'impression, après moi je ne vais pas spéculer, loin de là, je ne vais pas instrumentaliser ni spéculer, vous restez factuel, il faut vraiment prendre ça avec une certaine rigueur. On voit bien qu'il remet le trophée à Chengriha, même pas en regardant Tebboune. Ça veut dire, moi j'ai l'impression que il en est conditionné, que l'armée elle est partout, l'armée c'est l'ange gardien, c'est l'intouchable, c'est l'intenable, c'est grave. Après, moi, je condamne pas le Belaïli, hein, c'est un joueur fantastique, fabuleux, mais est-ce qu'il a reçu des directives ou pas? En tout cas, l'analyse est simple, hein, c'est que on voit bien que c'est l'armée qui gère le pays, et c'est l'armée, c'est la baïonnette et c'est la Kalachnikov qui gère le plus grand pays d'Afrique. Voilà, plus grand pays d'Afrique. Revenons rapidement par rapport au Chili. Si eux, le Chili, 35 ans de lutte, ils avaient un seul Pinochet, nous avons 35 000 Pinochets, il faut le savoir. Nous n'avons pas qu'un seul Pinochet. On a des dizaines de Pinochets. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment être beaucoup plus mature dans le combat et mettre la rigueur et la recentrer pour venir à bout de ce régime. Parce que quasiment, on voit partout l'armée, ça fait peur. On va en parler des suites, on va en parler, Elias Djebali. Restez avec nous. Effectivement, ce qui est un peu surpris aussi, c'est que dans le cadre de cet accueil au Palais du Peuple, et c'est tout à fait normal que le président Tebboune accueille cette équipe, mais c'est vrai que cette image, elle a assez surpris. Et d'ailleurs, pourquoi aussi certains internautes, certains analystes se sont posé la question: pourquoi cette remise de coupe ne s'est pas fait aussi conjointement entre le chef d'état-major, Abdelmadjid Tebboune, et puis cette équipe, essayer de créer quelque chose d'assez uni. Donc la question qui se pose effectivement, est-ce que le chef d'état-major n'est pas le numéro 1 en Algérie? On va écouter ici le garde des Sceaux, Monsieur Taibi, qui, je le rappelle, hier mardi a affirmé à travers une intervention que la Constitution de 2020 avait adopté l'ensemble des droits et libertés individuelles et collectives contenus notamment dans la Déclaration universelle. Il parle clairement d'humanisation, j'en parlais tout à l'heure à Zoubida Assoul, mais c'est bien de vous le rappeler. Il dit clairement, je cite, l'humanisation des conditions de détention et le respect des droits des détenus en assurant une prise en charge sanitaire tant sur le plan physique que psychologique sous la direction d'un staff médical. On va l'écouter ici, puis il dit clairement aussi, comme ça je laisserai longuement la parole à mes invités, je cite toujours, en matière de respect des droits de l'homme, l'Algérie donc a adopté une transparence totale. Sur cette vidéo que vous allez voir, il s'exprime entre autres, voici ce qu'il dit: personne ne peut nier ce qu'a accompli l'Algérie au niveau des droits de l'homme. Ils vont continuer à œuvrer pour notamment contrer toute atteinte de liberté individuelle et collective, avec la participation notamment d'ONG de droits de l'homme. On l'écoute. ما أنجزته الجزائر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان هام لا ينكره إلا جاحد، وتبقى الجهود المتواصلة على كل المستويات لترقيتها والتصدي بحزم لأي تعد غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية بمساهمة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا جميع مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان الصادقين في سعيهم الحثيث للوصول إلى أعلى درجة التفعيل والتنسيق لحماية الحقوق والحريات. Vous venez nous rejoindre sur El Maralbia, nouveau numéro de Microscope, Algérie 2 points, plus de 300 détenus en tout cas. C'est le constat maintenant depuis plusieurs mois, notamment suite à cette révolution pacifique qui a démarré maintenant il y a 3 ans. Et bien de plus en plus, lorsque les Algériens et les Algériennes s'expriment, sont amenés à s'exprimer, bien souvent, ils sont donc interpellés. C'est le cas notamment de cette jeune fille de 14 ans qui a été donc convoquée. Adel Djebar, à vous la parole. D'abord, peut-être rapidement, lorsque vous avez vu vous aimez le football et même le sport, hein, puisque j'aperçois du matériel sportif juste derrière vous.
Mais quand vous voyez cette image où ce joueur qui remet instinctivement, directement, comme si c'était comme si le protocole était préparé en amont, qui la remet au chef d'état-major, Monsieur Chengriha. Pour vous, c'est fait d'avance, c'est lui le numéro 1, ou est-ce qu'il le fait comme ça instinctivement, naturellement aussi par respect, comme je le disais tout à l'heure? Non, à ce niveau-là, il n'y a pas d'imprévu. Blaili a été choisi délibérément par les chargés du protocole de la présidence, qui ne sont entre autres que des militaires, et qui lui ont soufflé à l'oreille, qui lui ont donné un ordre de donner la coupe ou le trophée à Chengriha. Si on parlait de respecter le droit d'aînesse, parce que le droit d'aînesse n'existe pas dans un régime dictatorial, ça devient le droit d'ânesse. On aurait pu donner ce trophée-là au plus vieux d'entre eux, qui a l'âge de Noé, et qui est le deuxième personnage officiellement dans cet état des lieux. En l'occurrence, comme moi je l'appelle, Gopi le renard, qui a 91 ans. Il y a 2 Malabars qui sont venus, qui l'ont écarté, puis qui ont ramené le jeune, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, pour donner la coupe à Chengriha. Mais il est venu, il est passé devant Kidboun, qui ne représente strictement rien, il faut qu'on se le dise de façon définitive. Kidboun, c'est la première dame du pays, le véritable président, le maître des horloges, le maître d'œuvre, c'est Chengriha et son état-major. C'est l'armée qui a le véritable pouvoir. Vous prenez leur constitution qui a été votée par leur clientèle le 1er novembre de je ne sais plus quelle année, elle consacre la primauté de l'armée. Surtout l'article 30.4 consacre la suprématie de l'armée qui a droit de vie et de mort sur tous les Algériens et sur toute l'Algérie. Et donc, qu'on cesse de nous embêter avec des histoires et de poursuivre de fausses cibles. Moi, je voudrais, si vous permettez... Une réaction sur... je vous laisse poursuivre, Adel Djebbar, une réaction sur donc le garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, qui vient de s'exprimer, vous l'avez écouté, et puis notamment, on revient aussi sur un président de la République qui a mis en avant le rôle de l'instance, notamment de ce conseil de la magistrature, en parlant de consécration de l'indépendance de la justice. Vous l'avez écouté, le garde des Sceaux, il y a quelques instants, qui dit clairement que personne ne peut nier que l'Algérie a accompli énormément de choses au niveau des droits de l'homme. Pareil, une réaction. C'est clair pour lui, c'est très confus pour nous. Il ne peut pas y avoir de justice indépendante dans une dictature. C'est une démocratie militaire avec un chef et puis des gens qui sont en train d'exécuter les ordres. Tant et aussi longtemps que l'expression populaire ne consacre pas le vote, le choix, dans la transparence de ses élus, de ses représentants, il faut tirer la chasse, comme je dis. Il ne faut pas s'attarder avec ces gens. Moi, le garde des Sceaux, le garde des bidons, je ne sais pas comment il s'appelle, pour moi, c'est Khurda. Moi, je reste concentré sur le véritable détenteur du pouvoir, en l'occurrence l'oligarchie militaire algérienne. Le jour où cette oligarchie-là tombe, l'Algérie pourra espérer rentrer dans la modernité, dans le développement, dans l'épanouissement et dans la vie que vivent tous les peuples. Sinon, Kidboul, on va le balayer demain, puis on ramène quelqu'un d'autre. On est en train de lui préparer de gros scandales. Que représente un ministre aujourd'hui en Algérie? C'est quelqu'un qui fonctionne. Et puis on n'a pas besoin de lui, on le balaye, comme on a balayé celui qui s'occupait de l'information ou de la communication. Ils ont ramené un ministre de l'Industrie. Puis celui qui a insulté le peuple,
puis on l'a balayé, puis on a balayé un sinistre du travail qui n'existe pas. Et donc, beaucoup, c'est des obligés de la dictature. Il fonctionne. Ce Bouzidi, je pense qu'il s'appelle comme ça, il a toujours vécu dans l'antre de la bureaucratie. C'est un obligé de la bureaucratie. Il a raison de défendre sa croûte. Ces gens-là ne pensent pas avec le cerveau, ils pensent avec leurs intestins et leur ventre. Ces gens ne produisent rien, que du blabla, du mensonge, ils mangent et ils passent aux toilettes. On ne peut rien espérer de ces gens-là. Ce pays a besoin de sa jeunesse et sa jeunesse a démontré qu'elle a des capacités. Moi, ça fait 30 ans que je vis dans ce pays-là. Je peux vous assurer que les gens d'ici ne sont pas meilleurs que nous. Nous ne sommes pas le pire des peuples ou le meilleur des peuples, mais dans les mêmes conditions, les Algériens excellent. Nos enfants ont réussi dans les universités. Ils ont fait de prodigieuses études ici. Et pourquoi ne réussiront-ils pas en Algérie? Les informations, des femmes ont pris un botté pour aller 100% femmes. Pourquoi? Ils sont en train de tuer les Algériens à petit feu. Ils sont en train de les détruire, de ne leur offrir aucune chance. Ces gens-là sont de véritables criminels. Le seul et véritable danger pour l'Algérie, c'est ce régime militaire dictatorial. Il n'y a pas d'autre danger. Ce sont eux qui sont en train, partout, ceux qui sont en train de commettre comme crime contre ce peuple et contre ce pays, de provoquer nos voisins, de ramener Israël à nos frontières, de couper les ponts avec tout le monde. Et puis, ils se mettent à carburer à la corruption. Ils donnent de l'argent. Là, il y a un prochain président mauritanien qui va venir. J'ai appris qu'il a déjà un chèque de 200 millions de dollars. Ces gens ne carburent qu'au mensonge, à la corruption. Ils ne savent rien faire d'autre. Avec ces gens-là, l'Algérie risque de se désintégrer. Restez avec nous, Adel Djebal. On va faire réagir, bien évidemment, Lias Djebali dans un instant sur les sorties du garde des Sceaux, puisque vous le savez, il y a la parole aux invités, mais il y a aussi l'information des responsables politiques, des responsables en Algérie. On va écouter justement le chef d'état-major ici, qui s'exprime en disant clairement que l'Algérie a réussi à organiser des élections. Il parle d'exploit, donc de prospérité. Il dit clairement ce qui va aussi dans le sens de ce changement que souhaite le peuple. Il parle d'une construction maintenant d'une nouvelle Algérie et il met justement en cause de ces nouveaux ennemis qui sont arrivés, cette Algérie nouvelle qui s'est construite, initiée par Abdelmadjid Tebboune. On écoute le chef d'état-major, Saïd Chengriha, et on se retrouve tout de suite après. شهدته بلادنا وهو تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولاية التي شكلت لبنة أخرى ومحطة هامة للنهوض ببلادنا وإقامة دعائمها المتينة والتي هي ثمرة لرغبة وطموح الجزائريين في التغيير وبناء الجزائر الجديدة التي وضع معالمها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذا المسار الذي بات يشكل مصدر إزعاج لأعداء الوطن الذين يحيكون ضد بلادنا كل أنواع الدسائس والمؤامرات بالتواطؤ مع منظمات إرهابية وتنظيمية عميلة غايتها إجهاض المشروع الوطني الرامي لإرساء مؤسسات قوية وفاعلة وعرقلة مسيرة الجزائر الجديدة المصممة على استعادة دورها الريادي. هذا الملتقى الذي Voilà, quelques expressions du chef d'état-major que vous pouvez retrouver en totalité sur notamment les réseaux sociaux ou sur, bien évidemment, votre chaîne El Maralabia. Voilà, je le rappelle rapidement. Personne donc ne peut nier ce qu'a accompli l'Algérie, non, ça c'est, excusez-moi, c'était le garde des Sceaux. Il vient nous parler des élections, de cet exploit, un changement qui va dans le sens du peuple. Il nous parle d'une nouvelle Algérie. Lias Djebali, c'est à vous.
Vous venez d'entendre le garde des Sceaux il y a quelques minutes. Maintenant, vous entendez le chef d'état-major. Il est positif. Il parle de ces élections qui ont eu lieu. Il dit clairement que ça va dans le sens aussi du peuple, c'est-à-dire que le peuple est écouté. Vous ressentez ces éléments positifs, vous, qui sont encore une fois annoncés par un chef d'état-major, effectivement, qui s'exprime souvent en Algérie. Alors, si tu permets, cher Chaban, je vais commencer déjà par l'ex-ministre des gardes des Sceaux, Zarmati, qui a trouvé refuge en tant qu'ambassadeur d'Algérie à Prague, en Tchéquie. Celui qui a complètement, c'est-à-dire, il est parmi les concepteurs de l'article 87 bis du Code pénal, qui a envoyé pas mal de nos compatriotes au pire dans les geôles. Voilà, c'est-à-dire l'article 87 bis, c'est leur arme nucléaire atomique pour humilier et pour anéantir leur propre peuple. En fait. Voilà, on a une majorité de nos compatriotes qui se trouvent en tant que détenus d'opinion, qui croupissent dans les régions, dans les geôles, suite à l'effet de cet article 87 bis du Code pénal. Donc c'est Zarmati. Deux, quand on parle du ministre des Sceaux actuel, il faut savoir, quand il s'est présenté au Parlement, avec une ex-parlementaire qui ministre maintenant, qui ministre au Parlement, Besma Azouar, et qui militait à côté du peuple, et maintenant qui s'est vendu corps et âme avec le régime militaire, je me pose la question, elle est où l'honnêteté intellectuelle? Elle est où l'honnêteté pour être honnête? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour ce peuple, pour son propre pays? Se vendre à dessous, c'est ça la moralité, c'est ça l'humain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la révision globale la révision globale d'organisation, c'est suite à une incohérence. Quelle incohérence? L'incohérence laquelle? L'incohérence, c'est la gestation, c'est la naissance de votre article liberticide qui s'appelle l'article 87 bis du Code pénal. Donc nous voyons bien que l'intrusion de l'exécutif au service de l'armée. Quant à Chengleha, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais sa présence, elle est inerte, elle est inutile. Sa présence, elle est dans les casernes. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, ce général de l'armée algérienne? Moi, j'ai rien contre sa compétence militaire. Peut-être il a une certaine compétence militaire, mais votre compétence militaire, vous devez l'exercer dans les casernes pour surveiller le territoire national. Mais je rejoins Adel quand il a dit l'article 30 qui a été pondu dans la Constitution, c'est pour donner plus de prérogatives, c'est pour donner plus de liberté aux militaires de gérer comme ils veulent, sans contrainte, le pays. On voit bien que le pays il est devenu complètement militarisé. Donc, pourquoi militarisé? C'est parce que la prédation, c'est parce que le vol, c'est parce qu'on protège une certaine caste et on humilie son propre peuple. Maintenant, tout ça, nous le savons. Nous le savons, ils vont pas changer ces gens-là, ils vont pas changer, c'est quasi impossible. Ils sont rentrés dans un déni total. Et quand vous êtes dans un déni total, vous êtes dans un coma profond, c'est impossible de les réveiller. Les réveiller, c'est la relance du Hirak. C'est la relance du Hirak, c'est ça. C'est la relance du Hirak. Soyons comme les Chiliens. Soyons comme les Chiliens, laissons de côté nos idéologies, trouvons le consensus pour sauver ce pays. Parce que on en parle juste derrière, justement, de la continuité et de la suite. Comment aujourd'hui, effectivement, faire inviter les Algériens et les Algériennes à continuer à exprimer leurs rêves et leurs souhaits, leurs revendications, comme c'est un peu partout, énormément dans le monde où, effectivement, sont décriés et où il manque énormément de démocratie. Les détenus ce soir, bien évidemment, c'est l'actualité. On va visionner quelques portraits de détenus ici. Certains l'ont été, certains le sont malheureusement encore.
مشيت أقول فلا نغهقنم أشحال يا راهي رضمن نغض البطل هجري مذقنا سيمن ميا غراي السكنان الراون ثيل اللي غيقلي البقان وترصى نورك النان ورت منزان الراون ثيل اللي غيقلي البقان وترصى نورك النان ورت منزان وترصى نورك النان ورت منزان يفرار واس إيه للي إيه دمي السوري فن الاسم النار يضني تخلى داركم ماني هالريم سق مصيانا الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان وترصى ورت منزان الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان وترصى نورك النان ورت منزان مشيت أقول فلا نغهقنم أشحال يا راهي رضمن نغض البطل هجري مذقنا سيمن ميا غراي السكنان الراون ثيل اللي غيقلي البقان وترصى نورك النان ورت منزان الراون ثيل اللي غيقلي البقان وترصى نورك النان ورت منزان وترصى نورك النان ورت منزان يفرار واس إيه للي إيه دمي السوري فن الاسم النار يضني تخلى داركم ماني هالريم سق مصيانا الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان وترصى ورت منزان الراون ثيل اللي غيك لي البقاء وترصى نورك النان ورت منزان وترصى نورك النان ورت منزان مشيت أقول فلا نغهقنم أشحال يا راهي رضمن نغض البطل هجري مذقنا سيمن ميا غراي السكنان الراون ثيل اللي غيك لي البقان وترصى نورك النان ورت منزان الراون ثيل اللي غيك لي البقان وترصى نورك النان ورت منزان وترصى نورك النان ورت منزان
فن ليس منا يضني تخلى داركم